Très content que vous soyez là avec nous encore une fois. Et c'est rendu une tradition, hein. Ça fait depuis le début de la COVID qu'on fait ça. Donc, on est content d'être là avec vous. Et on a deux grosses pointures aujourd'hui. La première, on a M. Jacques Lépine, le fondateur. Salut Jacques. Salut, j'ai plaisir d'être avec vous autres ce matin. Ça va bien en Floride? Ça va très, très bien. Ici, on ne sent pas vraiment il n'y a pas de confinement, première des choses, mais on ne sent pas tellement qu'il y a une pandémie. Les gens sont un peu prudents par endroits, d'autres ils le sont moins. Mais la vie est belle ici. On se sent plus dans une vie normale. Excellent, excellent. Hey, JP, salut Jean-Philippe. Yes, comment ça va, M. Yvan? Ça va de mieux en mieux, toi? Yes, tout un honneur de recevoir Jacques avec nous. Hein, des grosses pointures du club aujourd'hui parmi nous. Donc, très, très content de faire ce Q&R avec vous deux. Tu t'es remis de ta ride raquette en âme de Yeti? Oui, c'est ça. Il faisait froid, oui. On revient de la CEPAC, en fait, des Monts-Valin, là, tout près de Chicoutimi. On a fait un 3 jours avec ma conjointe là-bas en refuge. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de réseau. Donc, 3 jours complètement déconnectés. Fait que ça fait du bien. Fait qu'on revient en pleine forme. Excellent, excellent. Donc, avant de commencer à prendre les questions du public, on vous rappelle de partager le live. Donc, ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux et qui vont également commenter, partager dans le chat pour dire que c'est fait, vont se mériter, vont courir la chance de se mériter un des nombreux prix qu'on va faire tirer aujourd'hui. Donc, il va y avoir un certificat de 50 applicable à une formation à la carte. On va faire retirer également une formation qui s'en vient. Je n'ai pas le titre exact de la formation, on va l'avoir en cours de live. Et on va faire tirer également le dernier livre que j'ai écrit avec Jean-Philippe, Transformer en opportunité des multilogements trop chers. Parlant d'opportunités, on va y aller avec une première question, pas du public, mais de moi-même. Jacques, j'ai une question pour toi. Oui. Souvent, les gens disent il n'y a plus de deal, il n'y a plus de deal. Mais toi, quand tu as commencé, j'imagine que les deals, ça courait les rues, puis il y en avait partout. C'était aussi difficile que maintenant. C'était aussi difficile que maintenant. On fait juste transposer dans le temps ce qui se passait à l'époque. Je parle d'époque parce qu'on parle des années 80. Et dans toute proportion faite, c'était exactement comme aujourd'hui. La seule différence, on va peut-être en parler tout à l'heure, était sur le financement. Mais la rareté des bons produits était là à ce moment-là, comme ça l'est aujourd'hui. Alors, sentez-vous pas dans un autre monde. C'est exactement le même monde qui se transpose d'une période à l'autre au cours des années. Évidemment, les chiffres étaient différents, là, les valeurs étaient différentes, mais les défis pour trouver les deals devaient être les mêmes. Bien sûr, mais les revenus étaient différents aussi. Je en parle souvent lors des conférences. Mon premier 5 logements, le premier immeuble que j'ai acheté, c'était un 5 logements, 55 000 $. Alors, essayez de trouver ça aujourd'hui. C'est difficile. Mais 55 000 à l'époque, c'était énorme. On parle en 1983, c'était très, très cher. Et les revenus étaient en conséquence aussi. Donc, c'est le même processus qui se répète, mais dans des contextes différents, avec des façons d'analyser qui sont tout à fait les mêmes, mais contexte financier, contexte pandémique, contexte économique qui varie. Vous allez voir, on va sûrement en parler au cours de ce live. Les sursauts que le marché a eu en immobilier depuis les 30, 40 dernières années, je peux vous en parler pour en avoir été témoin, pour en avoir vécu, pour avoir fait de l'argent, à l'occasion d'en perdre un petit peu, mais principalement, c'est le résultat final qui compte. Je sors gagnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de tous ces exercices. Excellent. Et merci. JP, tu ne te gênes pas si tu as des questions pour Jacques aussi. Je vais te demander ton appui aujourd'hui parce que je ne vois pas tout ce que je devrais voir normalement. Absolument. Moi, j'ai les questions ouvertes. Je fais la régie d'une façon différente aujourd'hui. On a changé de plateforme à la dernière minute. Ben, Jacques, pendant que les gens posent des questions, parce que je vois souvent, je vois que les gens ont partagé. Merci de partager. Juste, Jacques, je sais qu'on avait eu des entrevues dans le temps de la déclaration, pas la déclaration, mais plutôt au début de toute cette tumulte-là qui a été la COVID-19. Et finalement, le marché immobilier, mon Dieu, a super bien réagi contre les attentes, en fait. Et je voulais savoir, les gens sont toujours curieux de te demander, parce que ça fait quand même un bout de temps que tu es dans l'immobilier, la boule de cristal de Jacques pour les prochains 6 mois, prochaine année, est-ce qu'on va avoir de l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt, etc., etc.? C'est sûr que ça va arriver un jour.
je ne suis pas capable de prédire quand, mais c'est sûr que ça va arriver un jour. Et je remarque beaucoup de similitudes avec 1991. 1991, où le marché a éclaté, la bulle immobilière a éclaté, et du jour au lendemain, il n'y avait plus de demande du tout pour les immeubles. Il y avait beaucoup d'offres et peu de demandes, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ce qui fait cette inflation. La pandémie a créé une certaine insécurité, pour ne pas dire pas une certaine, mais une grosse insécurité. Les gens ont modifié un peu leur façon d'investir. Et de toute évidence, on voit qu'on se retourne beaucoup vers l'investissement immobilier de toute catégorie, maison, chalet, propriétaire revenu. Et ça crée une inflation extraordinaire. Ça, je trouve ça dangereux. Je trouve ça très dangereux parce que les prix actuels, tout le monde est d'accord, sont exorbitants. Il y a de la surenchère. Il y a un immeuble qui arrive sur le marché. On est conscient qu'il y a beaucoup d'acheteurs en même temps. Peut-être qu'on en est responsable un peu pour avoir formé beaucoup ces gens-là. Mais il reste que le fait est là. Patrice Ménard dit souvent, puis il a raison lorsqu'il dit ce point-là, beaucoup de gens qui ont des fortunes immobilières sont liquides, refinancent et connaissent l'effet de l'immobilier dans le temps, peu importe soubresaut, c'est-à-dire les hausses de prix, les diminutions de prix. On sait qu'il y a toujours une tangente à la hausse. Alors, ces gens-là arrivent avec beaucoup de comptants, ils sont capables de refinancer le meuble et arrivent avec beaucoup de comptants pour acheter. Donc, ceci a une influence aussi sur la valeur des immeubles, sur le prix des immeubles. Ces gens-là qui arrivent avec beaucoup d'argent, qu'ils ont gagné grâce à l'immobilier. Alors, est-ce que ça crée une fausse inflation ou non? Il reste que ces gens-là, ceux que Patrice Ménard décrit, ce sont des gens qui ont les reins solides. Financièrement, ils sont très solides. Alors, ils donnent des bons montants d'argent, mais ce sont des experts, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup, un peu comme toi, Jean-Philippe, ils font beaucoup d'optimisation. Ce sont de grands experts, ils font beaucoup d'optimisation et eux aussi récupèrent leur cash à l'intérieur d'une année ou deux et continuent le processus. Donc, c'est sûr qu'avec cette façon de faire d'optimisation, ça nous a donné un air d'aller pour quelques années, mais là aussi, c'est sûr qu'il va y avoir une limite à ça. Est-ce qu'on est proche de cette limite-là? Les villes commencent à s'en mêler, dans le sens que Montréal commence à mettre des moratoires pour la rénoviction. Et nous autres, de notre côté, ben, on contourne légalement toutes ces façons de faire et on réussit quand même à le faire. Heureusement, le parc immobilier de la région de Montréal est très vieux, a été mal entretenu. Donc, il y a beaucoup de place encore pour la rénovation, l'optimisation d'immeubles. Et tant qu'à moi, ça fait mon bonheur aussi parce que je fais du financement, puis strictement qu'à des gens qui font de la rénovation comme ça. En fin de compte, pour en venir à vous dire que ma boule de cristal elle dit qu'il va y avoir une limite, mais ma boule de cristal ne peut pas me dire quand est-ce que cette limite va être atteinte. On dirait que, si tu me permets, Yvan, je bonifie avec Jacques, parce qu'on dirait que c'est ça, Montréal a été un peu sous-évalué. Hein? Tu disais le parc immobilier était assez vieillissant, Montréal a été sous-évalué, donc on a un peu surfé sur cette vague-là les dernières années. Je ne peux pas parler pour Québec, je connais un peu moins le marché, mais c'est sûr qu'on a rattrapé ce retard-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord avec ça. On a beaucoup de rattrapage à faire. Et ça dure depuis 2008, depuis la dernière crise économique immobilière qui a eu lieu planétairement parlant, sauf au Québec et au Canada, parce qu'on avait beaucoup de rattrapage à faire. Mais là aussi, le rattrapage a une limite. Mais on ne sait pas quand on va l'atteindre. Il y a eu beaucoup de construction de condos. Là, il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal. Là, on s'aperçoit que le marché commence à évoluer. On est parti en une année de 3 de taux de vacances à 6 Donc, ça, c'est moins bon pour les propriétaires. Ça veut dire qu'on va commencer à donner des gratuités pour attirer des locataires. Donc, c'est des signes qu'il commence à y avoir peut-être quelque chose qui s'en vient. Là. Est-ce que les taux d'intérêt, là, ce qui serait fatal, c'est ça exactement, l'augmentation des taux d'intérêt. Ça peut être très dangereux. Évidemment, ça va affecter, à partir du jour où ça va commencer à être en force, ça va affecter la valeur des immeubles. Parce qu'on sait très bien que le taux de capitalisation est en proportion directe avec les taux d'intérêt du marché. Donc là, actuellement, on est des taux de capitalisation de 4,5 c'est phénoménal. Ça donne des valeurs, tant qu'à moi, presque fictives aux immeubles. Parce qu'économiquement parlant, est-ce qu'on achèterait une entreprise avec un taux de capitalisation si élevé que ça? J'en doute fort, parce que l'entreprise risque d'être pas rentable, à moins qu'on mette suffisamment de comptants. Et ça restreint un peu plus la créativité dans le financement, dans le sens que
on ne peut pas faire des prouesses aussi grandes qu'on faisait il y a 2 ans ou il y a 3 ans, à cause de la valeur actuelle des immeubles. Plus de content. Puis dernière question, Yvan, je suis chaude, puis après ça, je te laisse le reste, mais dans le sujet. Aucun problème. Moi, je fais un petit peu de régie en arrière pendant ce temps-là. Ah, ben c'est bon, on échange les rôles, c'est bon. Parce avant que tu continues, j'ai envie de vous dire qu'on a atteint 301 personnes. C'est la première fois qu'on dépasse le 300 dans un QIR. Donc, merci Jacques, félicitations. Bienvenue, ça fait plaisir. Attirer autant de foule que ça. Bon, ben, tant mieux. 303 personnes pour un live du midi. Du midi, c'est excellent. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. JP, poursuit. Yes. J'ai mon fan club derrière moi. Oui, mais Jacques est international. C'est pour ça. Là. Il est international. Il est dans les Caraïbes, aux États-Unis, à Montréal, il est partout. Très actif. Jacques, as-tu vu une différence, mettons, dans les marchés que tu avais avant? As-tu vu plus une internationalisation des investissements? As-tu vu une évolution là-dessus? Oui. À partir de 2008, lorsqu'on a vécu cette crise financière-là, et que le Québec et le Canada est resté stable, on a attiré beaucoup de capitaux étrangers, que ce soit du reste du Canada ou d'autres pays. Et évidemment, ces capitaux-là achètent de gros équipements. Donc, c'est une confiance des gros parcs immobiliers. Peut-être pas pour le commun des mortels qui achètent des triplex ou des 6 ou des 8 ou des 16, mais pour les parcs immobiliers, ça a attiré de grosses sommes d'argent venant de l'extérieur, internationalisation. Entre autres, la Chine. La Chine, évidemment, même si on dit qu'on ne voit pas, d'après les statistiques de Patrice, il ne voyait pas beaucoup de Chinois, mais sachant ça, ils sont capables de faire acheter par des prête-noms et de se faire transférer éventuellement. Les terres agricoles, actuellement, dans la deuxième ceinture, sont achetées de plus en plus par des gens de la Chine, en tout cas des Asiatiques. Je ne veux pas faire de ségrégation ou quoi que ce soit, là. On s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui se passe. Et il faut que le Québec se réveille, il faut que les Québécois se réveillent, parce que sinon, on est en train de perdre le contrôle de notre propre province, de notre propre pays. Alors, n'ayez pas peur d'investir. Peu importe. J'en ai vu passer. J'ai vu des hauts, j'ai vu des bas, mais il reste que, malgré le gros crash de 1991, où la valeur des immeubles a baissé de 40 à 50 du jour au lendemain, aujourd'hui, ça vaut 2 fois, 3 fois le prix du plus haut à ce moment-là. Donc, on voit que la tangente est toujours à la hausse. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est lorsqu'il arrive une crise comme ça, il ne faut pas paniquer et vouloir vendre en masse. C'est ça qui tue le marché. Et ce qui tue le marché, c'est tous ces gens-là qui achètent, ils ne connaissent absolument rien à l'immeuble et qui voient l'immobilier simplement du côté spéculatif. Hein, on achète, on va leur vendre le lendemain ou 3 jours, une semaine plus tard, plus cher, comme on fait à la bourse. Mais l'immobilier, ce n'est pas une bourse. L'immobilier, c'est une entreprise. Je le répète assez souvent, c'est une entreprise active. Il y a des revenus, des dépenses d'opération. Et on ne peut pas se fier sur si le président des États-Unis me grippe ou non pour que la valeur des actions monte ou baisse. C'est du tangible. On a des immeubles, on doit les entretenir, on a des locataires qui sont nos clients, on doit donner un service. Et avec tout ça, on a la compétition, on a des gens, la demande forte. Alors, il reste que dans l'immobilier, la tangente est toujours à la hausse. Et l'immobilier faisant partie du processus économique, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des hausses et des baisses. Là, on voit des hausses depuis 2002. C'est tout à fait anormal. Ça va faire 20 ans, 20 ans qu'on a des hausses. Alors qu'un cycle immobilier normal dure 17-18 ans. C'est-à-dire du plus haut au plus bas pour revenir au plus haut dure 17-18 ans. On est rendu presque à 20 ans strictement de hausse. Donc, économiquement parlant, statistiquement et historiquement parlant, c'est sûr qu'on s'approche de quelque chose. OK? Mais personne ne peut dire quand. Et c'est à partir de ce principe-là, si on ne peut pas dire quand, est-ce qu'on va arrêter d'acheter parce qu'on ne peut pas dire quand ça va planter? Ben, la réponse à moi, c'est non. Le meilleur premier moment d'acheter un immeuble, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. OK? Mais dans un bon contexte, dans une bonne analyse, et je pense qu'avec toutes les formations que le club offre aujourd'hui, on a une panoplie exceptionnelle de cours donnés par des gens exceptionnels aussi. On a une équipe formidable dans le club. Et on est capable d'aller chercher toute l'information nécessaire pour prendre des décisions bien éclairées et bien analysées. Alors, je dirais que le secret va être là, dans l'analyse qu'on va en faire et de la solidité qu'on va avoir dans notre financement. Et s'il vous plaît, dans les temps qui courent, là, c'est peut-être le fun de prendre du financement à court terme, ouvert, parce que c'est le plus bas. Mais une fois que vous avez optimisé votre immeuble, s'il vous plaît, gelez-le le plus longtemps possible.
ça va vous mettre à l'abri de tout. Qu'il arrive quoi que ce soit, ton taux d'intérêt est gelé pour 3 ans, 5 ans. S'il double, s'il triple, s'il quadruple, pas grave, toi, ton taux est gelé. Tu as optimisé ton immeuble, tu as téléchargé tout le jus que tu pouvais. OK, mets-le sur le pilote automatique, puis laisse-le aller, puis ça n'arrivera jamais à rien. Tu peux faire du 10 ans en ce moment, Jacques, là, pour vraiment pas cher. En ce moment, Okay. les taux sont ridiculement bas. Là. Donc, même, on peut faire du 10 ans ridiculement bas aussi. Là. Donc, les gens qui sont plus inquiets, c'est ça. Oui, mais ça, il faut faire attention là aussi. Hein. Si on va sur du trop long terme, là, on gèle notre capital pour trop long aussi. Exact. C'est-à-dire que c'est des couteaux à deux tranchants. Si tu gèles 10 ans, ben, dors dessus pour 10 ans. Ta valeur va s'accumuler, c'est sûr. Mais si tu veux refinancer, ça va te coûter une fortune en pénalité. Absolument. Alors, c'est à vous autres de faire l'analyse selon vos prédictions, vos analyses. Moi, j'aimais bien, dans mes temps inflationnistes, j'aimais bien du 3 ans. Je faisais tout en 3 ans. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Il faut regarder dans le contexte actuel. Mais une fois qu'il est optimisé, ton immeuble, ça va prendre combien d'années avant que tu retires du jus de ton immeuble? Oui, c'est ça. Peut-être c'est 5 ans. Alors, l'important, c'est de récupérer ton cash, là, ton argent que tu as besoin pour répéter ton processus à l'infini. Exact. Alors, moi, je vous enligne vers un côté prudence là-dessus, donner la durée qu'on a une inflation, le contexte économique instable qu'on a à cause de la pandémie. Et là, on nous prépare tranquillement. Il y a des variants de la pandémie. Est-ce qu'il y a une autre pandémie qui va arriver? À toutes ces questions-là, c'est tout des oui. On est dans un monde en évolution. Est-ce que des pandémies, c'est une évolution? Bien, ça fait partie de l'évolution de l'internationalisation, de la planétarisation de tout ce qui existe. On se promène n'importe où sur la planète en un temps record. Alors, c'est sûr que ça va amener d'autres pandémies. Et là, on apprend de celle-ci, comment réagir, comment s'organiser. Mais l'immobilier, je suis très content de ça parce que l'immobilier étant une valeur sûre, les gens se sont réfugiés immédiatement dans l'immobilier. On le constate après un an. C'est devenu une valeur refuge très solide. Par contre, ça fait un mouvement. Ça délaisse Montréal pour s'en aller dans les banlieues. Montréal, actuellement, en arrache beaucoup, surtout dans le centre-ville avec les édifices à bureaux. Le taux de vacances qui augmente. Alors, ça m'incite encore plus à une certaine prudence. En tout cas, tout au moins à une grosse analyse. Excellent. Merci. On va poursuivre avec d'autres questions tantôt. Avant de poursuivre, merci aux 359 personnes qui sont là. Excellent. On vous invite à retourner un petit peu plus haut dans le début du chat pour avoir un lien où est-ce que vous allez avoir une entrevue que M. Lépine a accordée à Samuel Nadeau et son associé Jonathan, je crois, son nom de famille. Bref, vous allez avoir l'histoire de M. Lépine, pas l'histoire au complet, mais un résumé de son histoire depuis ses débuts en 83, à peu près 83, je n'ai pas l'année exacte. Là. Donc, très inspirant, très motivant, puis c'est le fun de voir son cheminement. Donc, on vous invite à aller cliquer sur le lien un petit peu plus haut pour les détails de son histoire. Sinon, on vous rappelle de partager, dans le fond, le live pour trouver la chance de gagner des prix. On avait une question, Jacques, qui venait de Michel Vézina, qui disait « On en est où avec la tokenisation avec 2030? » Oui, la tokenisation, en fait, actuellement, les gens de 2030 sont capables de tokeniser, mais ce n'est pas encore sur la plateforme boursière. La plateforme boursière, on s'attend à ce que ça soit en force à partir du mois de mars, fin mars, début d'avril. Mais là, actuellement, ceux qui sont intéressés, c'est le temps de contacter Thomas sur Finson. Il peut tokeniser. Ça n'engage pas grand-chose, ça n'engage absolument rien. Mais une fois que c'est tokenisé, la journée où la plateforme va s'ouvrir, vous avez plusieurs pas d'avance sur les autres. OK. Donc, ça, c'est un petit peu pour le futur. Donc, on va se promener entre le passé, le présent et le futur. On retourne dans le passé, Jacques, je suis curieux. Là, Jean-Philippe, il disait tantôt que les taux d'intérêt sont super bas. Ça ne coûte rien emprunter, l'argent ne coûte rien. C'est-tu comme ça dans tes débuts, toi? Non, moi, dans mes débuts, l'argent coûtait très cher. Quand j'ai commencé, c'était à 8 puis à un moment donné, c'est monté à 24 Et c'est là ça m'a mis au monde. Okay, l'audace, j'ai été chanceux, je ne sais pas, je ne connaissais absolument rien ou très peu, mais j'étais audacieux dans le sens que ma logique de base me disait à 24 ça ne peut pas continuer de même. Puis ça continue, le Canada va faire faillite, tout le monde va faire faillite. Alors, la valeur des immeubles, pour vous de vous dire que la valeur des immeubles était au plus bas. Et là, les banques reprenaient des immeubles puis cherchaient des individus comme moi qui étaient prêts à risquer, qui n'avaient rien
qui avait tout à gagner. Et on me finançait à ce moment-là 100 110 de l'acquisition des immeubles pour que les banques se débarrassent de cet inventaire-là. Et écoutez, moi, j'en ai acheté pour 12 millions. Et si on rapporte ça en argent d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça représenterait? Je l'ai acheté pour environ 12 millions avec zéro comptant, financé à 100 et des fois 110 par les banques. Et moi, je me fiais surtout sur le fait qu'à 24 il faut que ça baisse. Mais mes immeubles étaient rentables, même à 24 je payais tellement pas cher qu'il était rentable. Mais effectivement, le temps m'a donné raison. À moins d'un an après, c'était rebaissé à 8 Avez-vous une idée de la valeur du 12 millions d'immeubles que j'avais acheté à ce moment-là? 12 millions a triplé. C'est devenu 36 millions. Et quel pouvoir d'emprunt j'ai eu? Dans tous mes immeubles qui payaient 12 millions valaient 36 millions. J'étais capable d'aller chercher une couple de millions pour acheter d'autres immeubles. Fait que l'audace, je résume, c'est que j'ai été audacieux. J'ai fait un acte de foi envers l'économie. Mais aujourd'hui, on est le contraire, là. On est dans le bas taux d'intérêt et la seule chose qui peut se produire, c'est quoi? Est-ce qu'il peut aller beaucoup plus bas qu'il est là? D'après moi, non, on ne peut pas aller tellement plus bas. Donc, la seule chose qui peut se produire, ça va être une augmentation des taux. Sauf que ma boule de cristal ne me dit pas quand. Okay? Tant que longtemps que l'économie va être chambranlante, pas chambranlante, mais être instable comme actuellement, pour stimuler l'économie, on garde toujours l'intérêt le plus bas possible. Mais dès que les économies vont repartir, imaginez-vous à la fin de la pandémie, que l'économie repart partout, on va avoir le plein emploi partout, là, il va y avoir une super inflation. Et moi, je peux vous dire, par flair, par expérience, observation, que le système capitaliste est basé sur une inflation. Okay? Donc, les capitalistes à gros portefeuille, ils n'attendent que ça. Et quelque part, je me demande si on ne profite pas de la pandémie pour créer tout ce qui se passe actuellement. Et il faut s'attendre à une énorme inflation parce que ces gens-là qui achètent tout à escompte actuellement, ils vont faire du profit à quel moment? Au moment où il y aura inflation et tout va reprendre la valeur. Donc, s'il y a inflation, la première chose que les banques centrales vont faire, ou que toutes les banques vont suivre, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour ralentir la consommation. Parce que là, on veut la stimuler, la consommation, puis on voudra la ralentir. Mais c'est sûr que c'est ça qui s'en vient, là. Mais encore là, quand? Demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, je pense que ça va être beaucoup avant ça. Good. Hey, excellent. Merci, Jacques. Je suis en train de lire dans le chat pendant que je t'écoutais aussi, là, mais il y a Pierre-Luc Drouin qui va ouvrir un biscuit chinois. Puis c'est marqué un investissement financier vous rapportera gros, vous rapportera beaucoup. Je trouve ça drôle. Ben, mais c'est vrai, c'est vrai. Écoute, moi comme prêteur privé actuellement, moi, je vois des miracles. Là. Je vois des miracles dans mes clients, mais mes clients, là, c'est des gens, c'est des experts dans le sens qu'ils ont osé, mais ils ont appris, puis ils connaissent bien leur marché. C'est ça leur secret. Ils connaissent bien le marché, connaissent bien la valeur des immeubles, et ils savent immédiatement, même s'ils ne passent pas dans le cruncher, ils savent qu'ils ont un deal entre les mains. Ça, c'est différent de mes débuts. OK? Il y a beaucoup plus d'optimisation qu'on voit aujourd'hui. Et ces gens-là, connaissant leur marché, ils sont capables de réagir rapidement. Ils sont capables d'acheter, ils savent, ils ne passent pas dans le cruncher, je vous dis, ils sont trop chers par rapport au cruncher. Mais par rapport à l'optimisation, à la paresse des propriétaires qu'il y a eu, de ne pas suivre leur dossier, de ne pas augmenter, ben là, les immeubles se vendent à un bon prix par rapport aux revenus qu'ils sont. Mais il reste qu'ils sont des fois 50 en dessous du prix du marché comme loyer. Alors, imagine quelqu'un qui connaît son marché, il est capable d'acheter l'immeuble, il sait qu'il paye trop cher en fonction des revenus actuellement, mais il sait que son seul rôle, lui, c'est d'augmenter les revenus par tous les moyens possibles et imaginables. Et en augmentant les revenus, en mettant au bout du jour l'immeuble, on sait qu'on vient de doubler, dans beaucoup de cas, la valeur de l'immeuble. Alors, en doublant la valeur de l'immeuble, imagine, quand tu arrives au refinancement. Et le système bancaire suit, là. Le système bancaire suit à tel point qu'on peut même avoir des évaluations en main. Si l'optimisation est faite selon ces conditions, voici ce que je donne comme valeur à l'immeuble. Alors, qu'est-ce qu'un prêteur privé veut de plus? Qu'est-ce qu'une banque peut valoir de plus? Sauf que les banques ne vont pas dans du court terme, alors que nous, on y va. Ça, c'est l'avantage. Jacques, tu parles d'optimisation, puis je vais faire un lien, puis je vais passer à la POC à JP pour te donner une petite pause, Jacques, une petite pause de 2-3 minutes. Oui. JP, il y a Diane Gagnon qui dit des trucs afin de ne pas payer trop cher un multilogement dans le but de l'optimiser dans le contexte actuel en surenchère. T'es encore là, JP?
Ah, c'est à moi? Je pensais que c'était à Jacques, Non, excuse-moi. c'est ça. On donnait un petit break à Jacques, puis là, il Bon, parlait c'est bon. d'optimisation, donc je vais te le passer à la Ben, POC. pour rajouter un peu à, c'est ça, à Jacques, là, puis je vais te repasser la POC après aussi, Jacques. Là. On est dans une game de hockey. J'allais Mais score. c'est quand on fait notre optimisation, moi, ce que j'aime bien particulièrement, avec l'humble expérience que j'ai, loin de la tienne, moi, j'aime bien l'optimisation justement parce qu'on se protège du marché, parce qu'on va faire une optimisation à très court terme. C'est-à-dire, on va faire du 6 mois, 1 an, on optimise, puis après ça, là, on le met à long terme. Fait qu'on se protège un peu contre cette inflation-là. Sur le marché. C'est sûr que de le refinancement, moi, ce qui me fait surtout peur en ce moment, c'est sûr que c'est le refinancement dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va valoir? Est-ce qu'on va avoir baissé? Mais en tout cas, on sait, on fait déjà affaire ensemble, Jacques. Là. On a travaillé ensemble dans des différents prêts privés. Mais Ouais. c'est ça que j'aimais comme protection. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Puis après ça, je vais répondre à la question. Je voulais te lancer là-dessus, Jacques. Puis après ça, je vais répondre à la question de Diane. Ben oui, je suis d'accord, mais tu sais, dans 5 ans, c'est loin. Il y a le temps de mouiller, de Ouais. neiger, d'avoir des sécheresses, c'est tout ce que tu veux. Donc, il faut avoir une certaine foi envers le futur aussi. Si on n'a pas de foi envers le futur, on ne fera jamais rien. Mais il faut se fier quand même, le passé est garant de l'avenir. On voit ce qui s'est passé dans le passé. Et dans 5 ans, les marchés moi je crois pas qu'il y a une certaine stabilisation. Les pandémies vont avoir un certain contrôle. Tout ce qu'on apprend actuellement, ben, ça va nous servir dans le futur. Alors, dans l'immobilier, pour moi, 5 ans, c'est très loin. Mm-hmm. Et c'est très, très loin. Et je douterais fort que dans 5 ans, les immeubles valent moins cher qu'aujourd'hui. Effectivement. Plus tu as capitalisé beaucoup, dans les 5 C'est ans, ça. tu as eu le temps de C'est capitaliser ça. beaucoup. Et Effectivement. même s'ils valent moins cher, la solution, c'est garde-les. C'est pas le temps de les vendre. Ouais. Sur papier, tu es là. C'est une perte sur papier. Mais Mm-hmm. tant que ton immeuble n'est pas vendu, tu n'as pas perdu un sou. Exact. Okay? Donc, tu les gardes et tu attends que cette crise-là se passe. Et après ça, ça revient et ça reprend plus belle. Et voilà. Fait que je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Future optimisation court terme, jouer un peu là-dessus. Ouais. C'est un peu comme un flip, mais tu sais, optimisation court terme. Ouais. OK. Diane, maintenant qu'il y avait la question, hein, j'aimerais comprendre la façon de faire un profil achat en payant chez le notaire moins cher. C'était ça la question, Yvan? Elle disait des trucs pour éviter de payer trop cher dans un temps de surenchère. Parce que là, Yep. jusqu'où que tu étires ton élastique? Ah non, je peux te donner 50 000 de plus. Ouais. Jusqu'où tu À un moment donné, il faut savoir sortir aussi. Oui, aussi, Il exact. faut savoir sortir. Si c'est trop cher, c'est trop cher. S'il y en a qui veulent se péter la gueule, ça n'embarque pas dans le game. Là. Ça devient un encan. Quand tu vas dans un encan, il faut que tu te fixes un prix maximum. Au-dessus de ça, ben, just too bad. C'est de valeur, mais moi, je ne suis pas prêt à aller plus loin que ça. J'ai fait mon étude de rentabilité. Et là, si ça monte de 50, 100 000 à chaque fois, ils s'en vont où mes profits? Quel est le profit que je pourrais faire? Si je pensais faire 100 000, puis ça monte 100 000, je ne touche pas. Laisse-le se péter la gueule. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire une surenchère. Puis d'ailleurs, on a eu des recommandations pour toi, Jacques, là, la transaction qu'on a faite dernièrement avec le portfolio, sans nommer le partenaire, mais ça a été en surenchère. Donc, ça a été en surenchère. Ça ne veut pas nécessairement dire. La surenchère, on part d'un prix qui a été fixé par un vendeur ou avec un courtier. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est le prix du marché. Des fois, ils vont viser trop haut, des fois, ils vont viser trop bas. Mais Jacques l'a si bien dit là, avec toute sa sagesse encore. Dans le fond, Diane, c'est de te fixer, c'est quoi un bon deal pour toi? Je pense que c'est un peu difficile au début quand on commence à faire de l'immobilier, à savoir, OK, ben, c'est quoi un bon deal pour moi? Est-ce que j'y vais avec un prix par porte? Est-ce que j'y vais avec un TGA? Est-ce que j'y vais avec un retour de capitaux? Dans mon cas, à moi, c'est un retour de capitaux. Donc, j'aimerais ça dans les projets sur environ 1 an, avoir un retour complet de mes capitaux, comme Jacques qui disait précédemment, un retrait complet de mes capitaux parce que ça me permet de repartir un autre projet par la suite. Donc, c'est ça, moi, mon objectif. Au final, le prix que ça finisse en surenchère ou non, c'est tout le temps le prix que je vais déterminer qui va être le bon à payer. Donc, après ça, si les gens du marché, comme tu disais, Jacques, de surenchérir, ben moi, c'est le prix que je veux payer. Et on cherche l'exception. On le répète, là, on cherche l'exception dans les blocs. Donc, les gens qui regardent juste sur Centris, là, en plus, juste les nouveautés, ben là, ça va être difficile d'aller chercher les exceptions. Mais est-ce que l'exception se trouve sur Centris, sur un plex qui est resté là longtemps? Est-ce que l'exception se trouve
au coin de la rue d'un immeuble qui n'est pas très bien entretenu. Puis en passant, là, j'ai vu un post de Tristan. En passant, je vais le nommer. Je ne sais pas s'il est avec nous, Tristan. J'ai trouvé ça tellement ingénieux de méthode de prospection. Le bâtiment était décrépit. Il avait de l'air un peu chambranlant. Il savait que le propriétaire y allait de temps en temps, mais il était vacant, incapable de le rejoindre. Tristan, il a mis une affiche. Il a dit urgent, contactez-moi. Tristan Desjardins, moi j'ai oublié son nom de famille. Tristan, ingénieur. Il a mis ingénieur, urgent, appelez-moi. Ben, Christy, il a réussi à rejoindre le propriétaire puis il est en offre d'achat avec. Donc, on cherche l'exception. On est créatif. J'ai trouvé ça écœurant avec le titre ingénieur urgent en voulant dire qu'il y avait un problème de structure et il a réussi à closer. Wow, je lisais ça avec ma tasse de café ce matin, extraordinaire. C'est toujours le petit plus qui fait la différence. Ça en est un petit plus. C'est un bel exemple de petit plus. Exact. Il n'y a pas de limite. Regarde, je suis pas capable de le rejoindre. OK. Rejoins-moi de bord. Donne-moi une pancarte, rejoins-moi. Voilà, tu prendras le temps après le live d'aller voir dans le chat. Tu as plein de messages d'amour et tout ça, des fleurs et tout. Intéressant. Ça. On vous invite à poser des questions, M. Lépine. Il est où le chat? Plus que ça, s'il vous plaît, on est capable de sortir plus de questions. En attendant que vous vous mettiez à vos claviers, on vous rappelle de partager le live une dernière fois. Dernier sprint, on est monté à 397 tantôt. Ça va bien. 400 personnes, donc on va procéder au tirage à la fin du live. Il est où le chat, Yvan? Où est le chat? Je ne le vois pas, oui. Il est dans Facebook. Il faut trouver Facebook, mais OK. attention. Parce que peut-être après, genre, après le live, tu pourras aller sur la page. Tu vas voir les messages d'amour après, parce que si tu l'ouvres, il va y avoir un feedback. Là, ça va faire Non. Je pensais qu'on le voyait à l'écran. Nous, on le voit, là, mais on a 2 écrans. Puis, OK, ça va. OK, bon, Frédéric Simard, je lis ça live, la question. MRN très élevé dans mes recherches, fréquemment 27. As-tu une idée de range acceptable, même si je sais que ça dépend du potentiel? As-tu un range acceptable, JP, dans tes MRN? Pas vraiment. Encore une fois, on a fait une belle transaction, encore une fois, à l'automne. 1 million de profit à l'achat, puis on était dans un MRN de 3.1, un TGA de 3.2, donc un MRN proche de 30, là, si on fait la conversion. Donc, c'est tout le temps une question de potentiel. Donc, on essaie de combiner profit à l'achat et potentiel dans les deux cas. Le plus possible, toujours en se fixant des objectifs, pas fixant les objectifs, mais plutôt respecter les critères et les objectifs qu'on s'est fixés au départ avec les bâtiments. Puis si je peux envoyer la balle, parce qu'il y avait une question pendant que tu en lis d'autres, Yvan, qui était pour Jacques. Compte tenu de la situation actuelle, le mouvement vers les banlieues, les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on irait plus en location de maison, Jacques, ou est-ce qu'on reste dans les immeubles à logement? Moi, je dirais plus toujours dans les immeubles à logement. La question de maison, tu vas pogner un nœud quelque part parce que par la façon que les banques font les calculs, ils vont prendre les ratios ABN, voyons. ABD, ATD. ABD, ATD. Et donc, toute personne, y incluant moi, on a une limite avec ce qu'on peut acheter avec ces ratios-là. Fait qu'une fois que tu vas acheter 2-3 maisons, tu vas être au top. Tu vas y avoir plus. Et même, c'est déjà très haut, 2-3 maisons. Alors, on va dans le propriétaire revenu où il y a une autosuffisance analytique, autosuffisance de financement. Good. Hey, on a une question de Chantal Saint-Amand. Jacques, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait des prêteurs privés? Puis est-ce que c'est encore une bonne chose de faire appel à des prêteurs privés? Oui, il y avait des prêteurs privés. J'ai utilisé des prêteurs privés toute ma vie. Et pour moi, c'était des associés qui me permettaient de faire des transactions, même s'ils étaient très chers. Moi, aujourd'hui, comme prêteur privé, la première chose que je dis à mes emprunteurs, débarrasse-toi de moi le plus vite possible. Je suis là pour t'aider à faire l'acquisition. Après ça, optimise au plus vite et débarrasse-toi de moi parce que je vais te ruiner. Il va te coûter trop cher. Mais par contre, dans une bonne analyse, qu'est-ce que c'est 6 mois? De payer pendant 6 mois un gros taux d'intérêt si tu ramasses 1 million de profits ou des centaines de milliers de profits. Tout est en proportion. Alors, le prêteur privé, moi, c'est un mal nécessaire, si on peut parler dans ce sens-là. Mais moi, j'appelle plutôt ça un bien nécessaire. Okay, j'aime le terme. Oui, vas-y, Yvan. Quelque chose à ajouter? Non, OK, good. Ça me fait penser, prêteur privé, Sandra va mettre un lien dans le chat d'un film que Dave Powell a parlé dans le groupe secret Facebook du coaching, The Banker. Je ne sais pas si c'est des gens qui ont vu ça ici, The Banker.
Excellent film, et puis il fait justement appel à un prêteur privé dans ses débuts. Donc, The Banker, Sandra, tu vas mettre ça comme lien. Excellent film. Je ne sais pas si tu l'as vu, JP. Non, pas encore. J'ai vu le lien, mais non, pas encore. On va voir ça. Jacques, en as-tu vu? français, il s'appelle Le Financier en français. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment collé à la réalité. Là. Tu sais, il parle de prospection, il parle de TGA là-dedans. Tu sais, il fait des calculs de TGA. Tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est un film. La description que Dave a faite dans son post, là, ça représentait vraiment ce qu'était le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Hein. Effectivement. Il y avait même les formateurs qui donnaient. C'était très, très bien présenté quand même. Mais je vais aller le voir. Je l'oublie, je ne pense pas. Tu vas voir, c'est excellent. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Jacques, à quand un film sur ta vie, là? Hein? Moi, ça fait une couple de fois que j'ai parlé de ça à Jacques, dans les débuts, là, au début, avant qu'il écrive un livre, c'était l'indépendance financière qu'il avait écrit comme premier livre, mais une autobiographie, ça serait bien, Jacques. Ouais, une vidéo? Non, un livre. Mettons un livre. Ça peut être une vidéo aussi, mais un livre, autobiographie. Peut-être. Oui. Tout le monde n'achèterait. Tout le monde n'achèterait. Je pense. Oh, ouais, je vais prendre 10 de cut sur le. pour le N. Non, c'est peut-être par humilité que j'ose pas faire ça. Bon, on va le faire. On va le faire pour toi. Puis ça va être la biographie de Jacques. La biographie de Jacques. De la naissance jusqu'à aujourd'hui, 62 ans, qui recommence une vie avec une nouvelle fille. Un bébé d'1 an qui a eu 1 an il y a 2 semaines, le 3 février. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça donne de l'énergie. Ça prend de l'énergie, mais ça donne beaucoup d'énergie. Et c'est une toute autre expérience. Tout le monde. C'est très amusant. Je me promène dans la rue, puis Hey, Grandpa, what your son? Puis, là, je leur dis non, je ne suis pas le Grandpa, je suis le pas. Oui, ben c'est sûr, c'est une belle expérience. Puis je trouve que le livre, ça ferait un beau wrap-up de ton 3/4 de vie jusqu'à présent. Là. Ben, peut-être. On en reparlera. Peut-être. Oh. Yes, OK. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont posé des questions. J'en avais une pour Jacques, en attendant que tu lis, Yvan. Jacques, tu es en Floride actuellement. Canada, Floride, pour investir des capitaux. Je suis curieux de voir, je ne sais pas si tu as ton opinion sur la Floride. Là. Je sais qu'on a quelques personnes au club qui investissent là. Oui, ben moi, je vais pencher pour la Floride. D'ailleurs, c'est moi qui avais fait la première édition de l'investir en Floride avec Yvan. Mais il reste que il faut regarder les États-Unis. La Floride, c'est la Floride. C'est un rêve qu'on achète. Mais il y a d'autres bons endroits aux États-Unis. Hein. J'en connais qui investissent dans l'Ohio, à Cleveland, Ohio. Et ça dépend ce que tu cherches. Les autres, ils cherchent du cash flow. Donc, ils achètent des bâtisses, presque financées à 100%, mais le taux d'occasion est tellement élevé que c'est très rentable à opérer. Mais il n'y a pas de plus-value. Donc, ils cherchent du cash flow, il faut qu'ils achètent le maximum. Mais les États-Unis, c'est l'endroit des opportunités encore. Hein. Moi, je constate que le peuple américain, en général, ça adore sa switch. Là. Nous autres, avec l'esprit d'entrepreneur qu'on a au Québec, on arriverait ici, on fait des ravages formidables, des ravages positifs. Parce qu'on a, en tout cas, nous autres, la gang du club, on a le centre de l'entrepreneuriat. Moi, tous les jours, je vois des aubaines ici en Floride, j'en vois partout. Il faut juste se réveiller puis oser faire des choses. Bien sûr, moi, ce qui m'a empêché une fois, en 2008, lorsqu'il y a eu le crash, j'avais un projet de ramasser 5 millions et de venir ici pour acheter pour 5 millions d'immeubles et attendre que ça se résorbe, faire des rénovations. J'aurais fait beaucoup d'argent, beaucoup. Mais c'était dans le temps où le club hockey était dans une ascension extraordinaire. Mais si je venais faire ça ici, je négligeais le club. Okay? Donc, j'aurais fait de l'argent ici, mais j'en aurais fait moins au Québec. J'ai préféré continuer à faire de l'argent au Québec avec les investissements que j'ai faits là-bas et le club qui fonctionnait bien que de le faire ici. Mais il reste que c'est un choix à faire. Le temps que tu passes ici, tu ne passes pas au Québec. Qu'est-ce qui est le mieux? Bien, ça va dépendre de chaque individu. Il n'y a pas de bon ni de mauvais. Si tu es heureux de venir ici, ça dépend si tu veux venir faire de la business ici. Je connais quelqu'un du Québec qui achète un immeuble d'un Québécois qui est ici en Floride, qui a 1000 logements. Il se débarrasse de ses immeubles au Québec pour se concentrer sur la Floride. Il y a des aubaines. Comment dire ça? Les gens ici n'ont pas l'esprit d'investisseur. Ça vient ici en vacances, ça vient ici se reposer. Les vrais Floridiens, ça ne pense pas à business du tout. Alors, il y a de la place pour acheter des immeubles, pour louer à ce monde-là. Et avec la créativité qu'on a,
savez, moi, j'ai écrit des livres, 7 livres. On est tout excité de faire un best-seller. Vous le savez, là, 3500, là, c'est un best-seller au Québec. Mais ici, le même livre, c'est le même temps pour écrire le livre. Là. Ils sont 350 millions, 335 millions. Juste mettre un exemplaire dans toutes les librairies des États-Unis, ben, t'es 3 fois, 4 fois best-seller. Juste mettre un échantillon dans chaque. C'est complètement un autre monde. C'est un monde d'opportunités. Si j'avais une chose à refaire, parce que je viendrais plus m'installer ici aux États-Unis qu'au Québec, parce que j'aurais pu faire encore beaucoup plus. C'est un monde d'opportunités. Ça parle la même langue à travers tout le pays. En tout cas, moi ça m'a toujours épaté. Pourquoi la Floride? Ben, la Floride m'a toujours épaté. Ça me ressourçait de voir toutes ces... À partir de Palm Beach jusqu'à Miami, là, on parle de quoi? 150 km à peu près. Puis des tours, des immeubles à perte de vue, de hauteur presque inimaginable. Et là, tu te dis, il y a du monde derrière tout ça. Là, qui achète ça? Qui paye ça? Qui construit ça? Ça m'a toujours motivé de venir passer un petit bout de temps en Floride pour voir l'abondance. Mais encore hier, on était à Miami. On se promenait, on a pris une petite promenade en bateau pour faire le Millionaire's Row, ça s'appelle. Toutes les grosses cabanes autour de Miami. Et là, tu regardes l'excentricité, puis tout l'argent qu'il y a ici. On est riche au Québec, mais quand on arrive ici, on se sent pauvre tellement que c'est rien. Là, ma femme est tombée en amour avec une maison, la maison, 150 millions. Elle dit, on devrait acheter ça. Bon, on va y penser là, 2 fois. 150 millions. C'est un palace, c'est très, très beau. Mais c'est l'extravagance comme vieux ici. On se promenait, il y en avait un vieux monsieur, 82 ans, il était tout seul avec sa femme, une énorme maison, 8 chambres à coucher, 8 salles de bain, 4 demi-salles de bain, une cour de tennis privée, en tout cas, une grosse cabane pour les invités, 112 millions, puis ils sont 2 là-dedans. Alors, si tu regardes du côté capitaliste, c'est vraiment motivant de venir ici, de voir l'extravagance. Mais il faut dire que Miami ou le sud de la Floride, le sud-est de la Floride, c'est des fortunes mondiales qui arrivent ici. Là. Alors, beaucoup d'argent, que ce soit Amérique du Sud, que ce soit Europe, que ce soit de partout sur la planète. Et il y a des avantages, certains avantages fiscaux. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de grosses maisons ici, de gros bateaux? C'est que la Floride, ils ont ce qu'on appelle une certaine protection. Si tu fais une faillite, personne ne peut toucher à ta maison, même si elle est claire. S'il y a une hypothèque dessus, la banque a le droit. Mais si tu as une maison qui est claire d'hypothèque, tu fais faillite, on ne peut toucher à ta maison. Alors, il y a énormément de gens qui ont 2 maisons ici, qui ont 1 ou 2 maisons ici. Il y en a une à l'étranger, dans d'autres États, mais il y en a une en Floride. Intouchable. Intouchable. Alors, il y a des homestead exemptions, ils payent moins de taxes. Un bateau est considéré ici comme une 2e résidence. Donc, les impôts ici, pour les intérêts sur tes résidences sont déductibles d'impôts. Donc, on s'achète un gros bateau, on le finance au maximum, les intérêts deviennent déductibles d'impôts. Alors, il y a toutes sortes d'avantages. Anthony Robbins a lâché la Californie pour venir s'installer en Floride, simplement pour point de vue fiscal. Parce qu'il sauvait combien de millions avec la grosseur de son entreprise? Il sauvait des millions, on doit dire des centaines de millions par année en impôts d'en changer d'État. Puis tu as le 10-31, je pense aussi, hein, qui est intéressant aux États-Unis, où est-ce que tu peux réinvestir ton argent sans être imposé si tu achètes quelque chose de plus gros. Exact. Aussi. Fait que ça peut être intéressant. Oui, tu n'as pas été exempté de gain de capital temporaire le temps que si tu rachètes en quelques temps un autre immeuble avec l'argent. Incroyable. Hey, Yvan, s'il y avait d'autres questions. Oui, il y en a plusieurs. C'est un beau segment qu'on vient de passer. Jacques, une question. Est-ce qu'on est mieux d'attendre, d'être patient, d'attendre la fin de 2021 ou peut-être même 2022 avant qu'il y ait plus de deals ou trouver un bon deal? Mais qui te dit qu'il va en avoir plus? Sur quoi tu te bases? Le meilleur moment, 2e moment pour acheter, je répète ce que j'ai dit au début, le meilleur premier moment pour acheter était il y a 20 ans et le 2e meilleur moment, c'est aujourd'hui. On va attendre quoi? Et là, tu vas attendre 1 an, d'un coup, ça ne se produit pas comme tu penses, tu vas dire j'aurais donc dû, mais il n'y a rien de pire dans la vie que de dire j'aurais donc dû. Alors, tu achètes aujourd'hui, mais avec une bonne analyse, connais ton marché et structure ta finance adéquatement. Si tu fais du créatif, dépêche-toi d'optimiser pour te débarrasser des prêts à haut intérêt et stabilise ton entreprise. Ton entreprise va passer à travers. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps du monde qui attend. Moi, quand j'ai commencé en 2001, quand j'ai rencontré M. Lépine au club, j'ai rencontré des gens qui me disaient je vais attendre que les taux d'intérêt
baisse pour commencer à acheter, puis qu'il y ait plus de deals. Puis je pense que ces gens-là attendent encore. Attendent encore. Puis il y a du monde dans ton temps, j'imagine, Jacques, qui attendait aussi que les taux d'intérêt Non, changent. ils attendent encore. Puis là, il y a du monde en 2021 qui vont attendre que le marché baisse, mais ils vont peut-être attendre encore. Fait que attendez pas trop. Rentrez dans le marché, qu'une belle transaction en analysant comme il faut, en étant sécure, évidemment, en faisant bien vos analyses. Puis rentrez dans le marché pour être capable d'utiliser la valeur créée par l'immeuble pour acheter d'autres immeubles éventuellement. Là. C'est le truc actuellement. Tu viens de dire le mot, Yvan, de l'analyse, de bonnes analyses. L'analyse, puis tu regardes ton marché, puis tu es sûr de ton coup. Tu achètes une entreprise. Là. À moins que ton but soit de la vendre dans 3 mois, dans 6 mois. Là, c'est du flip, c'est un autre monde. Moi, je parle surtout de l'accumulation. Oups! Oh. C'est pas ça? Ma femme a fermé la porte, mais je ici dans le bureau. On aurait dû un petit chien qui a fait pop! Ouais. Good. Hey, on se dirige vers la fin bientôt, les 47. Donc, JP, t'avais-tu une question pendant que les gens se mettent à leur clavier? Pour un dernier Non, moi, ce que j'ai noté, Jacques, c'est que l'immobilier monte depuis 2002, c'est-à-dire le club a été créé depuis 2001. Donc, moi, je vois un lien direct. L'immobilier monte depuis que le club a été créé au Québec. Humblement parlant, il est certain qu'on influence le marché au Québec. On a formé tellement de monde, on a 3500 ou 4000 gradués de coaching. Alors, nous autres, on forme des pitbulls. Là. Quelqu'un qui sort du coaching, il est enragé, là. Il a soif. Il faut qu'il achète. Mais là, tout ce monde-là arrive sur le marché. C'est sûr que ça crée, ça influence le marché, c'est sûr et certain. 5000 personnes en passant, Jacques, on est rendu à 5000 gradués. On est rendu à 5000. Bon, je suis en retard sur mes statistiques. Ça roule. Ça roule, ça roule. Yes. Donc, je regarde s'il y aurait d'autres questions. Je pense que c'est bon, mais on va peut-être. J'ai vu une question, Yvan, avant qu'on commence, j'avais une question de quelqu'un qui avait suivi mon cours le mois 10. Je pense que cette personne-là a mal compris. Jamais je n'ai dit que c'était illégal de vendre sans garantie légale. Peut-être que j'avais mal compris, ou si j'ai dit ça, c'est une erreur de ma part, mais je suis conscient qu'il n'y a absolument rien d'illégal de faire ça. Parce qu'il y en a beaucoup, vendre sans garantie légale, c'est même recommandable à tout le monde. La question venait de la page Pose ta question. Donc, on vous invite durant la semaine à aller sur la page Pose ta question du club, puis posez vos questions. Puis si on a le temps ou si ça fit dans le sujet du prochain live, on va y répondre. Donc, la question était que M. Lépine a dit au cours 10 que on ne pouvait pas vendre sans garantie légale. Donc, merci de la précision. Donc, tout le monde peut vendre sans garantie légale. C'est leur choix. Ouais. OK. As-tu d'autres choses ici? Frédéric Simard, je prévois aller en Floride pour prospecter après COVID. Il y a une ville à recommander. Je pense que une ville en Floride, plus que d'autres. Évidemment. Écoute, le cœur de l'action ici, c'est Miami. Hein, Miami, voilà, le COVID, ça n'existe pas. Okay? Il faut dire en partant, ça n'existe pas. Alors, le tourisme est là, le spring break, c'est plein. Miami va toujours être Miami. L'augmentation, comme à Montréal. Montréal, c'est Montréal. Québec, c'est bon, mais Montréal, c'est Montréal. Québec est plus gros que Montréal. Montréal est plus gros que Québec. Alors, les immigrants, tout le monde arrive là. Ici, c'est la même chose. Mais il reste qu'il y a plusieurs villes autour qui ont un certain intérêt. Mais le gros du profit, ce que j'ai constaté, les gens le faisaient principalement à Miami. Pour vous donner un exemple, en 2000, j'ai acheté 6 condos ici. Au lieu d'acheter un gros condo, j'ai acheté plusieurs petits, mais pas à Miami. Il y a un de mes amis qui m'a demandé où je t'achèterais. Je lui ai dit, achète à Miami. Lui, il a acheté au Fontainebleau. Fontainebleau, c'est un vieil hôtel dans lequel ils ont fait des ajouts, qui ont construit des condos. Bon, lui, il a payé. Moi, j'ai mis 600 000. Lui, il a mis 600 000. Lui, son 600 000, il vient de revendre l'année passée 1,5 million. OK? Alors, moi j'ai même pas doublé mon argent parce que j'ai choisi Pompano Beach, Hillsborough, Deerfield Beach, qui sont un peu des banlieues de Miami, à 50 km de Miami. Donc, tu vois que l'inflation est toujours dans les gros centres. Alors, c'est ça que c'est la réponse. Donc, on irait à Miami, les amis. Si vous voulez faire du gros profit, c'est Miami. Good. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Là. Si tu cherches intensément, tu vas en trouver, tu vas pouvoir doubler. Mais moi, j'étais à Montréal, j'achetais des condos, je laissais faire le marché.
j'ai acheté, je venais ici une semaine pour acheter, mais je n'avais pas vraiment le temps d'analyser en profondeur qu'est-ce qu'était le marché. À ce moment-là, est-ce que les banques finançaient ou il fallait payer cash? Non, on payait cash. Ben, il y a toujours possibilité. La Bank est très active. Là. Desjardins Bank est très active. Ils vont financer jusqu'à 75-80 %. Ils aiment bien du 75 %. Ça dépend toujours de ta capacité financière, mais ils sont là, puis principalement des Québécois. Ah, Nicolas Lapointe qui vient de se joindre. Je pensais justement à lui quand on a parlé de Miami, puis ils viennent de marquer les Ben points. là, Nicolas est rendu Monsieur Floride. Là. Il m'a dépassé. C'était moi au début, mais là, Nicolas, c'est passionné de la Floride. Il dit t'aurais dû financer, mais je pense qu'à ce moment-là, les banques ne finançaient pas en la crise en 2008 et tout ça, non? Ouais, ben, je voulais pas. Je voulais dormir en paix. Moi, je me disais, regarde, ils sont clairs, ils sont payés. Je voulais pas de stress. Oui, effectivement, il a raison, j'aurais dû financer. Mais pour question de quiétude, de tranquillité d'esprit, j'avais de liquidité. Je disais, OK, je m'assure, puis il arrivera ce qui arrivera. Oui. Puis tu n'étais pas nécessairement dans une phase expansionniste. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je me concentrais principalement sur le club. Yes, Hey, yes. avant de quitter, là, je ne sais pas si les mondes voient qu'est-ce qui se passe ici. Là. Je ne veux pas juste vous mettre l'eau à la bouche un petit peu. Là. C'est le cas de dire, il à la bouche. Vous montrez la vue, ça. Je suis dans ma chambre à coucher dans mon bureau. C'est la vue que j'ai là, sur le canal intercostal. Wow. Et puis, on ne voit pas, mais une grosse cabane juste en billet, hein? De celle-là, je pense. C'est pas Moi, ben, je montre ici. juste sur le coin, il me semble qu'il y a une grosse cabane sur le coin avec un toit de tôle, là. À Ouais, droite. oh, vous êtes toujours là? Toujours. La voyez-vous? En live de la Floride. Ben, on l'a perdu parce que JP a parlé et ça a changé mais c'est pas grave. C'est très beau. Hein? Actuellement, il fait 29. Au-dessus de zéro. Là, je vais aller là. Je vais aller là tantôt. Là. Dans la piscine. C'est bon, ça. Avant de faire le mot de la fin avec M. Létine et Jean-Philippe, on vous donne le nom des gagnants. Donc, gagnant du livre Transformer en opportunité des multilogements trop chers, qu'on peut se procurer sur le site du club, donc clubimmobilier.ca. On a Maxime Dénommé. Donc, félicitations, Maxime. Ensuite, gagnant d'un certificat cadeau de 50 applicable à une formation à la carte, on a Marc-Olivier Marcotte. Et pour la formation IMO 101 qui a lieu samedi, donc samedi prochain, IMO 101, qui est comme l'introduction à l'investissement immobilier, qui en passant va vous être crédité si jamais vous embarquez dans le coaching qui a lieu, je pense, c'est le 27 février prochain. Donc, Chantal Saint-Amand. Donc, Chantal Saint-Amand, tu te mérites IMO 101 qui a lieu samedi. Pour le certificat cadeau et le IMO 101, les deux personnes, contactez Julie au bureau 450-679-0261. Sandra va mettre le lien là, dans le chat, s'il te plaît. Donc, et voilà, les 55, on y va avec un petit mot de la fin. Jacques, qu'est-ce que tu as à dire là, en résumé? Tu sais qu'on peut parler encore pendant des heures, mais pour conclure, c'est excellent. Ben, ne perdez pas confiance. Soyez positif, soyez créatif. Il y a toujours de nouvelles façons de faire les choses, peu importe les embûches que le système financier va nous mettre. On est une gang de créateurs. Puis cherchez des moyens de contourner légalement toutes ces choses-là. N'oubliez jamais qu'une banque, le seul moyen qu'elle fait d'argent, c'est de faire des prêts. Alors, ne soyez pas gênés ou intimidés de demander des prêts à la banque. Soyez optimistes, faites de bonnes analyses. Et peu importe ce qui se passe sur le marché, tôt ou tard, il va revenir correctement. N'ayez pas peur, le meilleur moment d'acheter actuellement, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. C'est là, on vit dans le moment présent avec de bonnes projections financières, de bonnes façons de financer, de la bonne créativité. Puis servez-vous des équipes du club. Le club, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Pas parce que je l'ai fondé, ben, quelque part peut-être oui, là, mais c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Je regarde les autres, c'est des bonnes personnes, sans aucun doute. Mais l'équipe qu'on a dans le club, ce sont tous des passionnés de l'immobilier et tous des gens qui sont dans le marché. Ce n'est pas des théoriciens. Ce sont des praticiens, tous sans exception. Alors, on ne peut pas avoir mieux que ça. On ne vend pas juste du rêve, on vend de la réalité, de l'expérience. En fait, on offre les outils pour qu'ils réalisent leur rêve. Exactement.
Yes, yes, yes. Hey, JP. Yes, si je peux bonifier en plus sur Jacques, là, pour la puissance du club aussi, là, c'est tant qu'à moi, oui, les formateurs, on est tous des passionnés, mais moi, je dis c'est le réseau aussi, hein. Donc, le club, là, c'est ça, on l'a dit depuis 2001, là, il y a beaucoup, beaucoup de millionnaires de l'immobilier qui gravitent autour, beaucoup, beaucoup d'investisseurs à succès, plein de gens qui ont en haut de 100 logements au club. Donc, moi, c'est ce que je trouve de plus fabuleux au club, c'est tout le réseau de gens qui s'entraident là-dedans où est-ce qu'il y a un échange de connaissances. Donc, bravo, bravo Jacques de l'avoir fondé, premièrement. Je sais qu'on s'est souvent parlé, là, mais félicitations, félicitations Yvan d'avoir repris cette belle relève. Fait que vraiment, là, c'est très intéressant. Puis, oui. Yvan, c'est formidable. Moi, je me souviens, ça me marque encore. Les premières fois que je faisais juste, on était dans des soirées mensuelles, il y avait peut-être 50, 100 personnes, juste mentionner le nom d'Yvan avec la rouge comme un coq qui sortait de la salle. À un moment donné, je suis venu mal pris. Le gars qui devait faire la présentation sur l'inspection en bâtiment, pas une pneumonie, pas capable. Là, j'appelle Yvan. Yvan, là, je suis en merde. Là, il faut que tu me dépannes. Alors, il dit, laisse-moi 15 minutes. 5 minutes après, il me rappelle, il dit, OK, je vais le faire. À partir de là, il a cassé la glace, puis regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, c'est formidable. Félicitations, Yvan. Très fier de toi. Bon, ben, merci. Merci pour les fleurs. Non, mais on met les efforts pour poursuivre l'œuvre, là. Jacques il a eu une bonne idée, il a bien monté ça, puis on poursuit. Puis là, le but, ben, c'est d'amener ça en troisième génération, parce que c'est souvent, c'est ça, le but, c'est de poursuivre l'œuvre et s'assurer qu'il va y avoir une pérennité. Je l'ai bien monté, Yvan, mais tu étais là avec moi. Yes. Moi, j'étais en quelque sorte un peu le créateur, mais Yvan, lui, avec son esprit d'ingénieur, était l'organisateur. Alors, on faisait une maudite bonne équipe. On fait encore une bonne équipe. Oui, oui, regarde, tu es encore là. C'est ça. Après 5 ans, tu es toujours là. Ouais. On est très heureux de ça. Hey, les amis, déjà, il est 58, donc on va vous mettre un petit mot de la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, en grand nombre. On a atteint, je pense, 400 personnes à un moment donné. Je n'ai pas regardé à chaque instant, mais je pense qu'on était à 397. Je pense qu'on a atteint 400. C'est merveilleux. Merci, Jacques, de ta présence. Très apprécié. Allez voir le post, allez voir mon podcast. C'est fait on l'a fait en fonction d'intéresser les nouvelles générations. C'est fait par 2 jeunes, ils ont pris moi un vétéran, mais ça a tout été fait en fonction d'intéresser les nouvelles générations à faire des formations et à faire d'investissements immobiliers. Quel beau mot, un vétéran, c'est un beau mot. Un vétéran de l'immobilier, excellent. On vous invite à être là aussi le 25 février prochain. C'est la mensuelle de réseautage, évidemment, en virtuel. Et on vous rappelle ceux qui connaissent ça, on vous rappelle d'être là. Mais pour les autres, venez en grand nombre parce que vous allez voir, il y a des salons privés avec des thèmes et vous allez pouvoir rencontrer des passionnés et des gens qui ont le même sujet que vous, qui ont le même intérêt que vous. Donc, ça se peut que vous rencontriez des gens dans le commercial. Dans un des salons, ça va être commercial, peut-être. Dans l'autre, ça va être des prêts privés. C'est formidable comme formule, hein? Formidable. Excellent. J'espère qu'on va être 1000. Là. Oui, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas 1000. Écoutez, c'est toute la province. Rendez ça viral, faites quelque chose. C'est une perte. Si vous n'assistez pas à ça, c'est une perte de votre part, pas nous autres. Là. Vous perdez quelque chose. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la richesse de pouvoir d'aller d'un salon à l'autre pour entendre parler des différents sujets. Alors qu'une soirée mensuelle normale, on ne parlait que d'un seul sujet, mais là, j'avais 10 sujets le même soir. Alors, c'est une formule extraordinaire. Il y a du positif à cette pandémie-là qui nous permet d'utiliser de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire très constructive. Je pense aussi pourquoi on n'est pas 1000, c'est parce qu'on met ça gratuit, puis le monde qui pense que ça ne vaut pas cher. Peut-être. On va mettre un prix, dès que ça va être plus. OK, merci beaucoup à tout le monde. Donc, on se revoit la semaine prochaine, le 23 février. On va parler de prospection. Donc, évidemment, plusieurs rayons de solide abondance qu'on va traiter. Et un des rayons va être mon prospecteur. Donc, ils vont être avec nous pour nous parler de l'outil. Mais évidemment, ce ne sera pas juste mon prospecteur. Ce n'est pas une infopub de live qu'on va faire. On va vraiment traiter de plusieurs types de prospection, surtout hors marché. Parce que les courtiers, c'est une chose, mais il faut aller souvent hors marché. Donc, mon prospecteur va être là et ça promet. Donc, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Merci, au revoir.